Sud Radio Plus. Le cœur au sud. Alors Louis, j'ai annoncé Michel Saban un peu par erreur, mais bon, on va intervertir vos deux invités suivants, parce qu'en fait vous recevez Daniel Tour. Voilà. Présentez-nous un peu Daniel Tour. Daniel Tour, le porte-parole dans l'équipe de campagne de Frédéric Bastiat. Que je croyais mort. Moi aussi, alors justement il va falloir nous l'expliquer. Daniel Tour est également un militant et un auteur libéral, puisque vous sortez un nouveau livre dans un mois, vous allez également nous en parler. Alors justement, parlez-nous un peu de Frédéric Bastiat, qui est décédé pourtant en 1850. Pourquoi avoir fait... c'est pas hier en plus. Oui, ça remonte maintenant. Pourquoi avoir fait cette fausse candidature à la présidentielle qu'on peut retrouver sur votre site internet bastia2012.fr par exemple? Écoutez, parce que les libéraux ont un problème, ils n'ont aucun représentant à l'élection présidentielle. Et ça fait déjà 2 fois que ça dure, c'est-à-dire qu'en 2007, nous n'avions déjà pas de représentants à l'élection présidentielle. 2012, rebelote, où on n'a qu'une brochette de candidats qui proposent tous davantage d'État, davantage d'intervention de l'État dans la vie des Français. Et nous pensons que c'est pas la bonne solution. Nous pensons qu'au contraire, actuellement, l'État a une place démesurée dans la vie des Français et dans la société, qu'en l'espace de 1 siècle, on est passé de 12% des dépenses de l'État à 56%, et que il faut que ça cesse, et que malheureusement, aucun des candidats à l'heure actuelle ne propose une vraie diminution du périmètre de l'État dans la vie des Français. Alors tout est prévu dans votre initiative comme dans une vraie campagne. Vous êtes le porte-parole de campagne. Il y a un programme officiel qui sera dévoilé le 5 mars. Il y a un clip de campagne. Vous n'êtes pas parti à la chasse aux voix par contre, au parrainage, aux signatures. Mais si, on a eu des parrainages. On a eu 500. On a Alexis Tocqueville qui est mort il y a 150 ans qui nous a parrainés. Ah oui, aussi vous faites parrainer on a eu Benjamin Constant. Non, on a des grandes signatures qui nous ont parrainés pour ces élections. Mais alors, enfin, vous n'êtes manipulé par aucun parti. Vous n'allez soutenir aucun candidat à la présidentielle. Vous pouvez nous l'assurer aujourd'hui? Je peux vous le garantir. Aujourd'hui, les libéraux sont vraiment fatigués du choix qu'on leur propose. Il n'y aura aucune instruction de vote de Frédéric Bastiat au premier tour comme au second tour. Les soutiens à Frédéric Bastiat, il y a une grande partie qui vont s'abstenir, d'autres qui vont voter blanc et d'autres qui font le choix qu'ils veulent. Mais en tout cas, on ne fera aucun appel à un candidat officiel. Ça, c'est sûr. On imagine qu'actuellement, tout de même, le parti le plus libéral en France, c'est l'UMP. Écoutez, je suis désolé de vous décevoir. Malheureusement, non. L'UMP est un parti qui est très étatiste. Le bilan de Nicolas Sarkozy est très décevant pour les libéraux. C'est le président aux 23 taxes supplémentaires. C'est le président au grand emprunt. Dans un pays surendetté, Nicolas Sarkozy n'a rien trouvé de mieux que de lancer un grand emprunt. C'est le président qui a multiplié les bidules et les machins pendant 5 ans pour intervenir davantage dans la vie des Français. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, le dit lui-même, il n'est pas libéral. Il l'a encore répété lors de sa candidature, lors d'une intervention il y a quelques semaines, il en a profité pour taper sur Alain Madelin, qui est plus présent d'ailleurs sur la scène politique depuis bien 10 ans. Donc, c'est vous dire si... Nicolas Sarkozy et l'UMP ne sont pas libéraux. Bayrou n'est pas libéral, Hollande est bien sûr pas libéral. Nous avons donc uniquement des candidats qui proposent davantage d'étatisme. Alors justement, un certain nombre de personnalités politiques ont lancé il y a quelques semaines Galaxie libérale, parmi elles Hervé Novelli, Luc Châtel. Est-ce que ce ne sont pas justement les acteurs du libéralisme politique de demain? Vous n'y croyez pas? Écoutez, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que pendant 5 ans, on les a pas beaucoup entendus. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous avez entendu Borloo qui a beaucoup râlé sur des thèmes sociaux, vous avez entendu des écologistes qui ont beaucoup râlé sur des thèmes écologistes, vous avez entendu Christine Boutin, on entend, qui est pour les chrétiens démocrates. Mais alors les libéraux, moi je me rappelle pas, peut-être vous, mais moi je me rappelle pas d'une intervention libérale pour dire non, ça suffit comme ça, Nicolas Sarkozy fait fausse route, il faut pas que l'État intervienne davantage dans l'économie. Moi je me rappelle pas. Et Galaxie libérale, justement, vous y croyez pas, cette nouvelle organisation qui est politique, qui est en train de naître? Écoutez, ce qui est certain, c'est que les libéraux, dans les prochaines années, vont se réorganiser d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui conduit à, disons, l'émergence d'une vraie force libérale est positive. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt et je me sens pas tellement concerné actuellement. Parce que Daniel Tour, justement, dès l'élection présidentielle, dès le lendemain de cette élection, il va y avoir une reconstruction à droite. On sait très bien que finalement, quel que soit le résultat, Nicolas Sarkozy n'aura plus la légitimité sur le parti. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous agirez pour défendre vos convictions libérales? Écoutez, d'abord, on va décider en interne dans l'équipe de campagne de Frédéric Bastiat qu'est-ce qu'on va faire avec cette initiative. Vous êtes combien? Écoutez, on est maintenant dans l'équipe de campagne, on est une dizaine. Et des gens qui vous soutiennent? On a 400-500 personnes maintenant à qui on est en contact, qui se sont manifestées pour nous soutenir. Donc on espère qu'on va buzzer, et en vrai aussi, parce qu'on va avoir des gens qui vont tracter à Rennes, à Strasbourg, à Paris. On va avoir des gens qui vont coller des affiches pour Frédéric Bastiat sur les murs. Donc on présente un vrai candidat. Ce qu'on souhaite ensuite, c'est que le libéralisme soit défendu d'une manière plus efficace qu'il a été donc depuis une dizaine d'années.
c'est-à-dire en s'appuyant sur le libéralisme classique d'une part, qui est donc le libéralisme de Frédéric Bastiat, et d'autre part sur une école économique qui s'appelle l'école autrichienne, qui a une vision très critique du système financier, bancaire et monétaire à l'heure actuelle. Et nous pensons que c'est la meilleure voie pour défendre le libéralisme dans les prochaines années. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez sur le fond, je vais y arriver, comme proposition pour 2022. Comme il vous arrive. Alors, d'une manière générale, donc on s'appuie donc sur la doctrine de Frédéric Bastiat, qui a été un député au XIXe siècle et qui a proposé à chaque fois de laisser le libre choix aux Français. C'est-à-dire que les Français actuellement perdent une partie de plus en plus importante de leur pouvoir d'achat, du fruit de leur travail qui est confisqué, et c'est d'autres gens qui décident à leur place comment préparer leur retraite, comment préparer leurs soins, comment l'assurance chômage, avant même quand quelqu'un touche son salaire, avant même qu'il touche son salaire, il y a déjà un tiers de son salaire qui a été décidé par d'autres personnes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous voulez supprimer la sécurité sociale, par exemple? Non, alors ça c'est une mécompréhension profonde du libéralisme, qui est classique, parce qu'actuellement tout le monde tape sur le libéralisme sans jamais l'expliquer. Qu'est-ce que c'est le libéralisme? Le libéralisme, je pense pas que l'État doive intervenir dans l'économie. Ça veut pas dire que je suis contre l'économie. Je pense pas que l'État doive intervenir dans la culture. Ça veut pas dire que je suis contre la culture. Mais je pense que ce serait beaucoup plus positif que ce soit les Français eux-mêmes qui vont, si j'ai envie de soutenir un artiste, je préfère le payer directement que de passer par Frédéric Mitterrand. Donc, même si Frédéric Mitterrand est sans doute un homme très respectable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la Culture pour décider de notre culture à notre place. Si on rendait l'argent aux Français, les Français sont assez grands pour décider d'un grand nombre de choses qu'on décide à leur place à l'heure actuelle. Il s'agirait, par exemple, de supprimer l'exception culturelle. Ça c'est assez marginal, mais il y a actuellement le milieu, puisqu'on parle de la culture, le milieu de la culture est quand même truffé de subventions, il y aurait pas de commande, par exemple, pas de commande d'opéra contemporain, pas de commande d'œuvres contemporaines. Je sens le futur chevalier des arts et des lettres s'ériger. Tout à fait. Je m'étonne effectivement qu'on puisse dire un ministère de la Culture ne sert à rien. Je veux dire qu'effectivement le public n'a pas forcément la connaissance, l'histoire, enfin. Vous voulez qu'une élite étatiste nous gouverne pour décider de nos goûts. Mais en fait, les arts sont portés d'abord par des connaisseurs et par des amateurs éclairés. Ils ont envie. Il y a des passionnés de jazz, il y a des passionnés d'opéra, il y a des passionnés de théâtre. Moi, à chaque fois qu'on a remis la culture entre les mains, j'ai envie de dire de la majorité. Je veux dire, on en a toujours fait un peu n'importe quoi. Il va y avoir des niches. Il va y avoir des niches élitistes. Il va y avoir des gens qui si on rend l'argent aux Français, les Français qui sont passionnés par le jazz vont soutenir les meilleurs artistes de jazz. Mais les Français vont surtout dire, on a autre chose à faire et autrement dépenser notre argent que de commander un nouvel opéra ou construire une pyramide du Louvre ou un opéra Bastille. Il y aura les amateurs de techno qui vont soutenir leur techno, qui vont soutenir les meilleurs artistes de techno, pas ceux qui ont réussi à toucher une subvention du ministère de la Culture. Il y aura les artistes de jazz qui vont soutenir les meilleurs artistes de jazz et les amateurs d'opéra. Le libéralisme, c'est un peu l'anarchie, parce que là, a priori. Pourquoi c'est l'anarchie? Parce que les gens décident par eux-mêmes, c'est l'anarchie? C'est parce que les gens, il vous faut un ministère de la Culture pour que tout le monde soit bien en rang, marche au même pas pour décider comment organiser la culture. Il nous faut un ministère de la Culture et de la communication. Imaginez si tout le monde voulait maintenant avoir une chaîne de télé, ce serait un peu compliqué. Alors ce serait un peu le même problème. Alors juste pour finir sur la culture, c'est un sujet parmi d'autres. Mais encore une fois, je suis passionné par la culture moi aussi, et je pense que si on me rendait mon argent, je soutiendrais les artistes de meilleure qualité. Le ministère de la Culture. Est-ce que vous le feriez forcément parce que vous avez peut-être un niveau culturel peut-être supérieur à l'agriculteur dans le Larzac ou qui lui ne sera pas du tout vers quoi. Mais j'ai pas envie que l'agriculteur dans le Larzac paye ma culture. Pourquoi est-ce que je demanderais à quelqu'un que je connais pas? Pourquoi est-ce que j'irais piller les revenus d'un agriculteur pour qu'il soutienne mes propres goûts? Vous payez aussi un peu sa subvention pour l'agriculture. Dans ce cas, la bonne question, c'est à quoi ça sert tous ces mélanges, tous ces flux d'argent croisés entre tous, et au milieu, à quoi ça sert? Finalement, l'agriculteur, il serait beaucoup mieux à garder son argent pour soutenir l'artiste qu'il veut ou s'il a envie d'un nouveau champ de betterave. Et moi, je serais beaucoup mieux à garder mon argent pour soutenir l'art qui m'intéresse. Mais Daniel... au milieu de ce circuit, excusez-moi, je finis. Oui. Au milieu de finalement, en rendant l'argent aux Français, on continuera d'avoir de la culture et de l'agriculture, mais simplement, les gens qui actuellement décident à notre place, mais effectivement, ils auront moins de pouvoir. Et c'est ça qui les dérange, fondamentalement. C'est qu'ils ne servent à rien dans cet échange. Il y a simplement des flux, et c'est eux qui veulent être au centre, une guerre d'aiguillage, qui décide pour tout le monde. Mais Daniel Tour, justement dans un système libéral où chacun pourrait choisir, est-ce que vous ne craignez pas que les gens se comportent en passagers clandestins, tout simplement? C'est actuellement qu'il y a beaucoup de passagers clandestins. C'est actuellement, on voit bien comment se passe. Tout le monde attendrait, que j'explique simplement le phénomène de passagers clandestins, tout le monde attendrait que ce soit un autre qui investisse en matière culturelle ou dans d'autres domaines. Moi, je vous garantis que beaucoup de gens sont assez passionnés par la culture pour pas avoir un passionné de jazz, un passionné de techno. Il attend pas de l'État
il aime la techno quoi qu'il arrive. Il n'a pas besoin de l'État pour le forcer à soutenir la Et s'il n'y a plus de subventions, par exemple, à un musée, est-ce que vous craignez pas que demain, il n'y ait plus de musée? Ah ben non, il y a des très bons musées qui sont soutenus soit par des fondations privées, soit par les gens eux-mêmes, et qui soutiennent, et qui font, et c'est des musées de très grande qualité. On n'est malheureusement pas encore tellement aux États-Unis. C'est vrai que les musées soutenus par des fondations, on n'a pas encore tellement ça ici. Hein. Parce qu'on va dire que l'État déteste la concurrence et que chaque fois qu'il y a des initiatives privées qui peuvent naître, même de meilleure qualité, il fait tout pour le freiner. Alors Daniel Tour, juste pour revenir sur la sécurité sociale, quel est votre point de vue, puisque vous ne souhaitez pas la supprimer, vous venez de nous le dire à l'instant? En fait, ce que je propose, c'est que les Français décident par eux-mêmes. L'assurance maladie, l'assurance des soins est un sujet qui est très complexe, mais il faut bien voir que le système à l'heure actuelle ne fonctionne pas correctement. Les Français payent très cher leur assurance maladie. Et en fait, on mélange dans l'assurance maladie deux phénomènes qui sont tout à fait distincts. Un premier, c'est l'assurance pure, c'est-à-dire que vous assurez votre voiture, vous n'êtes pas particulièrement solidaire de tous les autres automobilistes. Simplement, quand il y en a un qui a un problème, il est dédommagé. Donc ça, c'est l'assurance. Et il y a une chose qu'on peut appeler, disons, le soutien aux plus démunis, qui est une autre chose, ou la charité en tout cas, c'est deux opérations qui sont différentes. Dans un premier cas, c'est une opération entre personnes égales, qui cotisent de la même manière, qui n'ont pas besoin de particulièrement d'aide, mais qui mettent en commun des ressources. Et ça se passe parfaitement de l'État. Ça s'appelle et c'est comme ça historiquement d'ailleurs que c'est né. Les ouvriers n'ont pas attendu un François Hollande, un Nicolas Sarkozy ou un Mélenchon pour se soutenir. Ils voyaient bien qu'ils avaient des besoins, donc ils ont fait des caisses de chômage tout seuls comme des grands, sans attendre l'État. Et quand il y en avait un qui avait un problème de santé, la caisse ouvrière permettait de soutenir l'ouvrier malade. Donc, par exemple, vous seriez pour la suppression de la CMU, de la couverture médicale universelle? Après, donc il y a les soutiens aux gens qui ont aucun moyen de se soutenir. Ça peut être pris soit en charge par des associations philanthropiques. Il y en a déjà qui fonctionnent très bien. Et encore une fois, il faut bien voir que c'est pas un somme à jeu égal. C'est-à-dire que les Français vont pas payer en plus par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui. Simplement, on leur restitue leur argent et ensuite ils sont libres de donner à des associations mais ils donneront pas. Ils auront autre chose à faire que de donner leur argent. Vous avez quand même une vision extrêmement négative de la nature. Mais les gens ont besoin de leur argent, surtout en ce moment, surtout en période de crise. On pourra parler de la crise, mais enfin quand même, vous avez, c'est quand même assez frappant de voir qu'on a tous le mot fraternité, solidarité à la mot, et le mot solidarité à la bouche, et que dans le même temps, finalement, on compte sur l'État pour être généreux à notre place, pour être cultivé à notre place, pour être, visiblement, nous sommes des sortes d'insectes un peu égoïstes, méchants et incultes, et on a besoin d'un dieu, d'un demi-dieu. Des cafards de Van Est. Qui s'agite dans tous les sens, et on a besoin de cette divinité, on a besoin de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Guide, peut-être, oui, voilà, d'un Dulce qui va nous guider. Pas forcément d'un Dulce, mais d'un Louis XIV. Écoutez, je crois pas. Je crois au contraire que nous sommes, évidemment, il y a des salauds qui existent, il y a des imbéciles et des méchants, c'est sans doute, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont décents. Et une société saine fonctionne parce qu'il y a des gens décents à tous les étages. Moi, je me dis, si on me réclame plus mes impôts et qu'on me dit, maintenant, dépensez votre argent comme vous voulez, je crois que je vais plutôt le remettre à la banque plutôt que d'aller donner au musée machin, à l'opéra truc. Je suis pas certain de ça. Je pense que vous sous-estimez. Daniel Tour, sur les sujets d'éducation, ça, on le voit bien dans la campagne, ça prend également. Nicolas Sarkozy propose d'augmenter les enseignants de 500 € en échange de 8 heures de travail supplémentaires. Vous, j'imagine que vous avez une vision plus libérale sur ces sujets-là également. Quelles sont vos propositions? Alors, l'éducation, d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a un système qui est extrêmement monopolistique. C'est-à-dire qu'on a à peu près 200 personnes au ministère de l'Éducation qui décident pour l'éducation des enfants, des 60, enfin, je sais pas combien d'enfants, disons, des 40 millions de Français qui ont fait plein d'enfants. Donc on a 200 personnes qui décident pour tout le monde. Et tous les problèmes, même les micro-problèmes, remontent donc au niveau du président qui va décider combien de temps les enseignants vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont enseigner. On voit bien combien ils vont gagner en plus. Combien ils vont gagner en plus ou en moins. Nous proposons un système beaucoup plus décentralisé qui passe par le chèque éducation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ministère énorme qui centralise un peu comme à l'économie soviétique et qui décide pour tout le monde, on donne aux Français, parce qu'il faut que chaque enfant, même les enfants des familles pauvres ou des parents, chaque enfant dispose d'instruction par un chèque éducation. C'est-à-dire que l'État donne une somme donnée pour chaque enfant à chaque parent, et le parent peut le dépenser dans l'établissement scolaire de son choix. Les établissements scolaires sont, eux, complètement autonomes. Et le ministère sert quand même évidemment pour donner des niveaux minimums. Il faut apprendre à écrire et à lire à tel âge, il faut etc. Mais c'est les parents qui décident dans quel établissement ils mettent leurs enfants. Et les établissements sont complètement autonomes pour recruter, pour animer une équipe pédagogique. Les professeurs répondent d'abord de leur classe et on supprime aussi totalement
le statut de fonctionnaire pour les professeurs. Chaque établissement recrute et licencie comme il souhaite les professeurs. Mais alors, le risque, c'est que les meilleurs établissements deviennent très chers et ne soient plus accessibles par les classes populaires. D'abord, je voudrais juste vous attirer l'attention sur la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, si vous êtes à Henri IV ou à certains collèges de certaines zones, on peut pas dire qu'on est dans l'égalité. Au contraire, les statistiques montrent que jamais il y a aussi peu d'ouvriers dans les classes préparatoires qui mènent directement aux grandes écoles. Donc, on peut dire que si... Et une deuxième remarque, ceux qui travaillent, même les salaires les plus bas, payent plein pot pour l'éducation de leurs enfants. On leur fait pas de cadeau quand on paye l'éducation de leurs enfants. Par leur force du travail, les ouvriers payent l'éducation de leurs enfants. Et si on rendait l'argent aux ouvriers pour qu'ils décident, pour qu'ils donnent dans un établissement ou un autre, est-ce que vous croyez qu'ils mettraient leurs enfants dans des établissements qui vont pas mener leurs enfants avec des bonnes chances de succès? Aujourd'hui, il y a justement les classes, ceux qui sont bien introduits dans le milieu de l'éducation et les classes riches qui peuvent payer une bonne éducation à leurs enfants. Si on donnait l'argent que les ouvriers payent déjà à l'éducation nationale pour que les enfants pour qu'ils choisissent eux-mêmes l'établissement scolaire pour leurs enfants, les ouvriers, ils mettraient pas leurs enfants dans un établissement... Sur les questions de sécurité et de justice, comment est-ce que vous verriez la chose? Alors ça, c'est un sujet. Pour les libéraux, l'État a une fonction. Doit d'abord s'assurer des fonctions régaliennes, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer de la police, de la justice. Donc là-dessus, vous ne toucheriez à rien. Je pense qu'il y a pas mal de dysfonctionnements, mais de toute manière, c'est un ministère qui doit. Le ministère de la Justice en particulier est sous-dimensionné. C'est-à-dire qu'on s'occupe plus. L'État. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 2, c'est l'institution politique doit s'occuper de protéger les droits naturels et inaliénables de l'homme, la liberté, la propriété, la sécurité. Aujourd'hui, l'État s'occupe de faire rouler des trains, de faire de la télé, de faire de la culture, de faire plein de choses, mais il s'occupe plus de ce qui devrait être le cœur de sa mission, la justice. Donc si nous mettrions des moyens pour la justice. Alors Daniel Tour, je vais un petit peu revenir dans l'actualité. Pour vous, on imagine que les dernières propositions de François Hollande sur la fiscalité ont dû vous faire bondir, par exemple celle de taxer les hauts revenus à hauteur de 75%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, d'abord c'est une mesure qui est extrêmement symbolique, donc tout le monde sait qu'elle est complètement inefficace. Oui. C'est pas ça qu'elle va pas changer la face du monde, donc c'est extrêmement symbolique. Ce qui est quand même frappant, c'est que ça veut rien dire, parce que de toute manière tout le monde sait que les riches ne vont jamais payer 75% d'impôts sur leurs revenus, ils vont partir, ou ils vont trouver des niches fiscales qui sont partout. Ce que nous proposons à la place. Pour vous, c'est un coup de com'. C'est un coup de com' d'égalitarisme très français. On est très préoccupé par l'égalité, mais pas l'égalité devant la justice, l'égalité tout court. Et par contre, on parle pas du tout de la liberté. Ce que nous proposons, c'est la flat tax, c'est-à-dire l'abolition de toutes les niches fiscales. Et tous les Français additionnent leurs revenus à la fin de l'année, et ils payent 10 ou 15%, il faut déterminer le montant, mais on économise. Donc ça veut dire que les riches payent à nouveau les impôts, ce qu'ils ne font pas actuellement, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On n'a pas besoin de passer... Ils en payent quand même un peu, quand même, ceci. Oui, bon, enfin, quand même, par rapport, c'est les classes moyennes qui payent le maximum d'impôts par rapport à leurs revenus. Si on faisait une flat tax, il y aurait plus de niche fiscale, tout le monde paierait le même somme, et pour nous, ça serait quand même beaucoup plus simple, contribuable. On passerait pas notre temps à essayer de comprendre les 6 pages ou 17 pages de formulaire. On additionne nos revenus, on paye 10 ou 15% sur tous nos revenus, et puis voilà. Et basta. Voilà. Merci beaucoup Daniel Tour. Je rappelle que vous êtes militant, auteur libéral, porte-parole dans l'équipe de campagne de Frédéric Bastiat, qui n'est pas ressuscité. Oui, tout à fait. Vous prenez un café avec lui un de ces jours. Écoutez, on fait des séances de spiritisme, mais on parle beaucoup avec lui. C'est formidable. Il existe un site internet, Bastia2012.fr. Et tout de suite après la pub, on retrouve Michel Saban.